Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Une recrudescence d'attaques terroristes sévit le long des frontières Mali, Burkina, Niger. Nous en avons souvent parlé dans le grand dialogue. À cela se rajoutent les différentes attaques sur les FAMA et les forces internationales de la MINUSMA dans les camps ou sur les axes routiers. La sécurité dans cette émission, il en sera question. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le grand dialogue. Qu'est-ce qui explique ces fréquences d'attaques malgré une forte présence militaire dans certaines zones? Le gouvernement et la communauté internationale ont-ils les moyens de sécuriser le pays aujourd'hui? Comment renforcer l'armée afin qu'elle puisse efficacement faire face à ses missions régaliennes? Pour nous éclairer sur ces questions avec nous sur ce plateau, Ibrahim Maïga, il est chercheur à l'ISS Dakar, Gaoukou Diko, enseignant à l'université de Bamako, Dr Ali Tunkara qui est sociologue, Daouda Maïga, il est le gouverneur de la région de Menaka, il sera en ligne. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Mamadou Ouattara. Le grand dialogue. L'opération antiterroriste à la frontière avec le Burkina Faso s'est soldée par plus d'une vingtaine de terroristes qui auraient été abattus. L'armée malienne et les forces internationales continuent toutefois à subir des attaques. Écoutons ensemble cette analyse de Issa Fakaba Sissoko. Selon le porte-parole du gouvernement, une mission de ravitaillement des forces armées nationales est tombée dans une embuscade entre Dogofri et Nampala. Le bilan provisoire est de 9 morts et 5 blessés. Le gouvernement a condamné un acte lâche et barbare et rappelé que son engagement ainsi que celui de ses partenaires est de poursuivre sans relâche la lutte implacable contre le terrorisme et le narcotrafic au Mali. Une précédente source avait parlé de 8 militaires tués et 4 blessés dans cette attaque menée par des terroristes. Ville garnison proche de la frontière mauritanienne, Nampala a été visée par plusieurs attaques terroristes meurtrières, une des pires étant celle survenue le 19 juillet 2016. Cette attaque avait fait 17 morts, 37 blessés et 6 disparus parmi les soldats selon un bilan officiel. Le sort des disparus reste inconnu. L'attaque de ce mardi survient après l'annonce par l'armée française d'une opération menée par sa force Barkhane au sud-ouest de Gao, la plus grande ville du nord du Mali. Barkhane a annoncé avoir tué ou capturé une vingtaine de djihadistes lors de cette opération. Celle-ci se déroule dans la forêt de Foulsare, à proximité de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Docteur Ali Tunkara, vous êtes sociologue. Qu'est-ce qui rend si difficile la sécurisation de ces axes routiers et même souvent de ces villes quand on voit ces différentes attaques qui se passent souvent dans les communes urbaines également? Bon, les raisons sont plurielles, mais parmi celles-ci, on peut évoquer déjà la crise de confiance entre les populations et les forces censées les sécuriser, notamment nos forces de sécurité et de défense, les forces onisiennes. Parce qu'en fait, la lutte contre l'extrémisme violent ne passe pas seulement par des solutions militaires. Il faudra que les populations acceptent de coopérer avec ces forces de sécurité. Mais si vous prenez les différentes zones qui font l'objet des attaques meurtrières, nous enregistrons à peu près 500 militaires maliens de 2012 à aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire à combien ces attaques dont les forces de sécurité font l'objet et dénotent à combien les populations aussi ne font pas confiance à nos forces de sécurité. Mais dans le même temps, les forces onisiennes dans la plupart des localités concernées par ces différentes attaques sont mal perçues parce qu'elles sont souvent perçues comme des forces d'occupation. Donc vous comprendrez qu'à combien il est difficile pour une population qui conçoit ainsi à la fois nos forces de sécurité comme une force qui les spolie, qui conçoit également les forces étrangères comme une force d'occupation, de coopérer avec celles-ci. Ce qui rend justement cette lutte contre l'extrémisme violent beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliquée. Merci Ibrahim Maïga, vous êtes de l'ISS Dakar, vous êtes chercheur. 500 militaires maliens de 2012 à maintenant, le bilan est quand même lourd. On n'a même pas encore parlé des forces des Nations Unies qui ont également perdu la vie. Elles sont nombreuses aussi. Oui, effectivement, le bilan des morts, des militaires morts maliens est lourd. Je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais je sais qu'il est élevé, même si tous les morts ne sont pas suivis, toutes les attaques ne sont pas suivies d'hommages ou en tout cas de bilan précis à chaque fois, parce qu'il y a des blessés aussi qui meurent de blessures graves.
Mais il faut surtout ajouter à ce que M. Tounkara vient de dire, la nature de la menace. On est devant une menace asymétrique, donc ce n'est pas une menace classique de gens armés en face de nous qu'on peut attaquer frontalement. On assiste à des attaques effectuées la plupart du temps par des petits groupes en bande de 5, 10, 20 parfois, lourdement armés et qui attaquent des positions parfois statiques ou mobiles. Parce qu'on l'a vu dans certains cas, c'est des casernes ou c'est des camps militaires qui sont attaqués parfois facilement, et ça on le déplore parce que de l'autre côté il y a probablement une défaillance, il n'y a pas une extrême vigilance de la part des forces armées maliennes. Il faudrait peut-être voir de ce côté-ci. Mais d'un autre côté, il y a aussi des attaques mobiles, donc des attaques sur justement des troupes qui se déplacent d'un point A à un point B, qui sont attaquées. Et ça, malheureusement, l'une des façons les plus efficaces d'y faire face, c'est non seulement le renseignement, c'est-à-dire être capable de sentir la menace ou en tout cas de prévenir la menace avant qu'elle ne s'abatte sur vous, et aussi la capacité d'être très vite secouru ou en tout cas ravitaillé et épaulé par des forces. Et malheureusement, l'État du Mali, les forces armées maliennes n'ont pas ces moyens militaires qui permettraient de faire face en partie à la menace qu'on vient de décrire. Alors on a aussi les forces internationales qui subissent aussi des attaques récurrentes. D'ailleurs, on a vu le cas de Tessalit assez récemment. Alors comment expliquer justement que ces forces internationales dotées de moyens quand même qu'ils disent suffisants n'arrivent pas à faire face ou à endiguer ce phénomène? C'est plutôt le discours contraire que moi j'entends. La MINUSMA se plaint toujours qu'elle n'a pas les moyens pour faire face à la mission. Qu'elle n'a pas le mandat. Qu'elle n'a ni le mandat et parfois pas les moyens. Parce que faut pas. La MINUSMA, c'est les forces armées africaines en grande partie. Donc les forces tchadiennes, les forces burkinabées, les forces togolaises, les forces sénégalaises. Donc ce n'est pas des forces extra-africaines. La plupart du temps, c'est des forces africaines avec les limites qu'on sait en termes d'équipement et en termes de formation. Vous évoquez l'attaque sur Tessalit, mais il y a eu une série d'attaques sur les camps de Kidal, de Tessalit et avant même à Gao. Ces attaques, effectivement, se produisent parce qu'il y a un manque de confiance entre ces forces-là et la population, donc il y a un manque de renseignements, mais aussi parce que ce qui a été reproché à la MINUSMA, qu'on espère peut-être qu'il sera corrigé lors du renouvellement du mandat de la MINUSMA qui est prévu en juin de cette année, c'est la possibilité pour elle de sortir des grands centres urbains. La MINUSMA passe plus de temps et probablement plus de moyens à se protéger elle-même et donc dispose de peu de moyens pour protéger les populations civiles qui l'entourent ou en tout cas pour lesquelles elle est présente au Mali. Et c'est une des difficultés majeures de la MINUSMA. On a vu également que le chapitre 7 au niveau du Congo a permis quand même de résoudre certaines choses et le Mali est sous chapitre 7 également. Qu'est-ce qui diffère aujourd'hui de ce chapitre 7 qui leur donne qui leur procure un mandat plus offensif? Alors effectivement, quand vous prenez le mandat de la MINUSMA, tous les termes sont là pour que le mandat, la MINUSMA ait une action robuste et une action offensive sur le terrain. Par contre, ce qu'on oublie derrière, c'est que la MINUSMA, il y a des contingents au sein de la MINUSMA. Et chaque contingent a ses règles d'engagement. Donc, les règles d'engagement d'un contingent diffèrent, les règles d'engagement diffèrent d'un contingent à un autre. Donc, ce n'est pas parce que le cadre général propose un mandat robuste que les forces de la MINUSMA, tout contingent confondu, vont se mettre à pourchasser les terroristes ou à être beaucoup plus offensifs. Donc il y a cet aspect qui est extrêmement important et qui passe souvent mal auprès de l'opinion publique et qui est souvent aussi mal expliqué ou mal comprise par les populations. Merci. On a également un professeur d'université, Gaoukou Ediko. Merci d'être avec nous pour cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui on a des indicateurs clés? Est-ce qu'on peut mesurer techniquement cette insécurité grandissante chez nous? Voilà, donc je commence d'abord par présenter mes condoléances donc aux forces armées militaires du Mali avec l'attaque qui intervient donc sur l'axe Djabadi-Nampala que les militaires appellent la bande à Oujou, parce que c'est quand même une zone extrêmement dangereuse pour ceux qui se rappellent des années 1994. C'est l'axe sur lequel il y a eu le plus de morts après Menaka, et cette zone a été sécurisée par le passé grâce à l'intervention énergique donc des damiers venus de Sévaré et des
parachutistes donc venus donc de Bamako. Donc c'est eux qui ont vraiment qui ont fait donc un travail extraordinaire jusqu'à la frontière. Les parachutistes qui, on le rappelle, ont subi une terrible attaque à Goumara. Donc pourquoi tant d'attaques sur nos forces armées, sur les armées étrangères qui interviennent au Mali? D'abord, la guerre qui a touché le Mali de 2012 à maintenant, c'est une guerre qui n'a pas du tout été donc raillée, donc la victoire n'a pas été remportée par les militaires maliens. Et les forces françaises donc, qui étaient censées intervenir donc, pour épauler le Mali. Est-ce qu'il y a eu une victoire d'ailleurs? Il y a eu une victoire, il y a eu beaucoup de victoires. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de victoires et souvent on ne le dit pas. On sous-estime toujours l'armée malienne, on pense que tout ce qui s'accomplit c'est le français, c'est l'amissement. Je pense que l'armée malienne se bat très bien et il faut le dire et il faut le saluer. Voilà, donc ces attaques d'abord, c'est dit à plusieurs choses. La première chose c'est quoi? C'est que les forces armées maliennes sont infiltrées. À l'intérieur des positions maliennes, donc il y a des tops. Et les militaires savent de quoi il s'agit. Ensuite, depuis l'attentat du 18 janvier 2017, bien sûr, avec le regroupement donc, du MOC, des bandits donc, de tous ordres avec les militaires maliens, c'est des infiltrations. Et à Gao, je crois que le mardi soir, c'est des éléments donc, du Gatia, supposés du Gatia, qui sont partis braquer un boucher. Et il a été identifié, donc c'est un élément. Donc il y a cet aspect. Ensuite, je crois qu'il y a une mauvaise coordination même entre les forces armées maliennes et les forces françaises d'une part et celles de l'amissement. C'est-à-dire qu'on ne partage pas les renseignements. Donc les Français interviennent, ou bien ils attendent que l'armée malienne soit attaquée, 1 heure, 2 heures de temps, ils interviennent. Souvent c'est pour venir constater soit la débarrade de l'armée malienne, ou bien quand souvent l'armée malienne résiste, alors ils les pourchassent et ils disent que c'est eux qui ont fait le travail, alors que c'est l'armée malienne qui a fait quand même le travail. Donc je me dis, aujourd'hui, dans la région de Gao, de Mopti et un peu partout, il y a vraiment une forme de banditisme rampante. Et des pays comme la Mauritanie, on sait très bien que toutes les attaques contre le Mali, dans la partie nord-ouest, viennent de la Mauritanie. Aujourd'hui, on parle de Bamoussa Diarra, il était à Menaka depuis très longtemps, il est venu à Kidal. Voilà, aujourd'hui, donc nous avons d'ailleurs le gouvernement. Donc quand on prend tout ça, il y a des zones, tant qu'ils ne sont pas sécurisées, on va continuer à avoir des attaques. Et je prends simplement de la région de Tombouctou, toutes les attaques proviennent de la zone de Ber. Ber, c'est le sanctuaire des bandits. Du MLNA. Et ça, c'est protégé par l'amissement et par les forces françaises. Et je me rappelle, une année, l'armée malienne, comment dirais-je, a voulu faire un assaut. Il a eu l'ultimatum de l'amissement pour ne pas s'approcher, à plus de 10 km. Donc, tant que Ber existe, il va avoir des attaques sur l'axe Ber-Goundam, Tombouctou, et en même temps, Djabali. Donc, tant que la frontière mauritanienne n'est pas sécurisée par un nombre très élevé de militaires à Nara, à Djabali, comment dirais-je, à Goundam, à Nampala, il va y avoir des attaques. Donc ça veut dire simplement, vous pensez qu'il y a beaucoup de militaires, mais la plupart de nos militaires sont dans les camps. Et je pense que l'armée malienne n'est efficace que quand elle est en mouvement. Mais tant que l'armée est sur la défensive, elle attend les attaques, elle ne peut pas. L'armée malienne, elle n'est jamais défaite quand elle est en mouvement, quand elle est... Donc, à part ceux qui interviennent, donc, qui sont dans les camps, il doit y avoir donc des bataillons qui parcourent la forêt de Ouaga. Et la forêt de Ouaga, pour ceux qui le connaissent, moi je connais très bien Diabadi, c'est une zone extrêmement dangereuse. Une embuscade, ça ne peut être qu'un carnage dans le nom des militaires. Et c'est avec les damiers qui parcourent la forêt à pied qu'on peut simplement réduire au silence ces gens. Et je pense que l'armée malienne doit se donner le droit de poursuivre ses ennemis jusque sur les frontières en Mauritanie, parce que c'est arrivé. Souvent, ce sont des Mauritaniens eux-mêmes qui attaquent le Mali, et c'est souvent des soldats mauritaniens. Ça, le gouvernement malien doit avoir le courage de reconnaître que souvent on est attaqué par des pays frontaliers et par des régimes qui abritent des terroristes. Et il y a et ensuite, l'amissement aussi... On va faire réagir très rapidement Monsieur le gouverneur Daouda Maïga. Bonsoir Monsieur le gouverneur. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes donc le gouverneur de Menaka. Comment se porte Menaka en termes de sécurité au jour d'aujourd'hui? Bien, donc je vous remercie de m'inviter à votre émission. Je remercie les autres participants. Merci à vous. Sur le plan sécuritaire, la situation évolue positivement à Menaka. Donc depuis 6 à 7 semaines, nous avons enregistré moins d'attaques sur les axes, plus de calme dans les centres urbains, du fait de l'organisation des populations par rapport à leur sécurité.
nous avons toujours demandé aux leaders d'opinion, aux chefs de faction, aux leaders des groupes armés, à toutes les composantes sociales, de prendre en main leur sécurité à travers la mutualisation des renseignements, de la sécurisation des différents marchés, des différents axes, en utilisant les forces en présence, notamment les FAMA, les groupes armés, et même les forces comme Barkhane et la MINUSMA, qui ont, je signale que Barkhane a souvent accompagné les patrouilles conjointes ou communes que nous avons organisées notamment sur les axes Ansongo-Menaka pour sécuriser ces axes. En parlant, en écoutant les autres parler, je pense que l'un des points essentiels, c'est pouvoir impliquer les populations dans leur sécurité. C'est quelque chose d'extrêmement important. Nous n'aurons jamais assez de militaires pour assurer à eux seuls cette sécurité qui passe bien sûr par un nombre conséquent d'hommes en armes au niveau des FAMA ou des futures armées maliennes, de la future armée malienne de constituer, mais également l'implication de chacun et de chacune dans le renseignement, dans la vigilance, dans l'état d'esprit, dans les comportements, pour pouvoir lutter contre ces attaques asymétriques qui ont été citées déjà, cette guerre des nouveaux genres, que la plupart des gens ne considèrent même pas comme une guerre. Parce que les gens ont l'impression que nous ne sommes pas en guerre, alors que tous les jours, il y a des meurtres, il y a des assassinats, il y a des attaques sur des postes, etc. Alors, merci, monsieur le gouverneur. Nous allons observer quelques secondes de pause. Nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. L'insécurité s'accroît-elle aujourd'hui au Mali? C'est le thème du grand dialogue. Nous recevons sur ce plateau Ibrahim Maïga, il est chercheur à l'ISS Dakar, Dr Ali Tunkara, il est sociologue, Gaoukou Diko, enseignant à l'université de Bamako, et Daouda Maïga, qui est gouverneur de la région de Menaka. Alors, Dr Ali Tunkara, finalement, il y a une espèce de confusion quand on regarde le paysage aujourd'hui. On parle de terrorisme, de banditisme classique, de trafiquants qui sévissent. On a vu dans la commune urbaine de Gao des cas de vol à main armée qui se sont soldés par des morts d'hommes. Comment expliquer toute cette confusion avec toutes ces forces-là centralisées chez nous au Mali? C'est important. En fait, moi, mes recherches dans ces différentes localités m'ont permis d'arriver à trois grandes formes d'acteurs. La première forme, je la qualifierais de bandits armés, effectivement, qui est un fait qui a toujours rythmé le quotidien de ces différentes localités. Mais est-ce que justement il n'y a pas une recrudescence? Oui, clairement, de ces bandits parce armés? Que quand vous prenez Menaka, beaucoup de localités de Gao, Tombouctou, vous allez vous rendre compte quand même qu'il y a une absence notoire de l'État, hormis les centres urbains. Donc, si vous prenez le commissariat de Gao, pour toute la région, vous avez à peine 70 policiers. Donc, vous comprendrez aisément qu'effectivement, même si l'État est présent, il n'est pas suffisamment présent dans toutes les localités concernées par l'extrémisme violent ou par le banditisme. Donc, il y a cette forme, effectivement, du banditisme qui attaque les forains. Ça, on le connaît, ça et là. Mais cela n'est pas valable que pour les régions nord. On l'observe également dans les régions dites du sud ou du centre. Et il y a aussi la deuxième catégorie qui est vraiment l'extrémisme violent avec le référent religieux qu'on peut mettre dans cette catégorie Al-Qaïda au Maghreb islamique, Ansarou Sharia, Ansaruddin, le Front de Libération de Massina. Alors là, cette catégorie, elle est quand même beaucoup fréquente dans les différentes localités concernées par la violence. Avec cette fusion d'ailleurs de certains groupes djihadistes dirigés par Yadagali. Yadagali, justement, parce que le Front de Libération de Massina également, cette Katiba, elle fait partie désormais d'Ansaruddin. Alors n'oublions pas aussi qu'avec le Front arabe islamique d'Azawad, dans les années 90 aussi, qui a quand même beaucoup œuvré dans les localités qui sont aujourd'hui concernées par ces différentes attaques meurtrières. Donc vous voyez, il y a finalement des extrémistes avec le référent religieux, tous ces mouvements qu'on vient de citer, mais il y a aussi
Une dernière catégorie qui me paraît beaucoup plus inquiétante, on l'observe plus vers le centre du pays, de Mopti à Ségou, c'est cette forme de violence avec le référent ethnique. De plus en plus de groupes d'obédience ethnique se forment, lesquels groupes d'obédience ethnique commettent aussi des attaques, à tel enseigne que beaucoup de ces groupes qui avaient vu le jour dans une logique d'autodéfense ou en tout cas d'assurer la sécurité du terroir, mais d'une sécurité du terroir, ces groupes se sont substitués même en force de sécurité à l'État dans des différentes localités, à Mopti et à Ségou. Et là, c'est extrêmement important parce que si vous prenez tous les acteurs qui ont regagné Amadou Koufa et d'autres mouvements, vous allez vous rendre compte que la dimension ethnique elle est extrêmement importante. Et même les localités de Gao, celles de Kidal, vous allez vous rendre compte quand même que Ansaroudine est majoritairement composé des Tamashek, dont on se rend compte que le référent ethnique apparaît. Et ce qui est très dangereux pour un État-nation, ça fait rire certains, parce que moi je suis des Mali désethnicisés, parce que moi je trouve que la présence même des ethnies pourrait même constituer des obstacles pour une paix durable. Parce que les Maliens se définissent en tant que Maliens, ce recours à l'État-nation, il est vraiment accessoire. Les gens se définissent en tant qu'ethnie, en tant que communauté. Moi, je trouve cela très scandaleux dans une situation de crise. À tout cela aussi, il faut quand même se questionner sur... Mais des ethnies quand même qui ont vécu ensemble longtemps. Les gens disent, ouais, on parle de cette symbiose-là, mais je crois que ça n'a jamais existé. Beaucoup les nient. Je promets, dans le Mali profond, vous allez vous rendre compte quand même que cette symbiose dont les discours politiques, ceux des sociétés civiles font allusion, bon, je crois que c'est vraiment du niage en réalité. Il y a toujours des conflits entre les ethnies au Mali, il y a toujours des conflits entre, si on peut qualifier même des communautés. Pour ceux qui ont connu Gao, Tombouctou, Kidal, comprendront aisément que ceux qui sont qualifiés de population blanche, elles peinent à accepter qu'elles soient gouvernées par les populations noires. Bon, officiellement, on va vous les gommer parce que c'est une évidence. Se voit gouverner par un noir, ça n'est pas d'aujourd'hui. Sous l'administration coloniale, des Tamashek se sont révoltés contre des administrateurs noirs. Donc on comprend aisément que la dimension raciale ou ethnique du conflit, elle est fondamentale, mais personne n'ose l'évoquer. Et moi, je la trouve quand même importante. Si l'on veut réellement apporter des solutions idoines à ces problèmes auxquels le pays est confronté. Merci. Alors, Ibrahim Maïga de l'ISS Dakar, est-ce que vous êtes déjà d'accord avec M. Tounkara quand il parle de référent ethnique aujourd'hui qui est en train de prendre le dessus et qui expliquerait en partie l'insécurité dans le pays? Alors, ce que moi je constate, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un recul de l'État, il y a une montée soit du communautarisme, de ce qu'il appelle du référent communautaire ou du référent ethnique. Parce que, effectivement, si vous n'avez pas l'État dans un espace pour réguler les relations, parce que le conflit, je pense qu'il est propre à la nature humaine. Il y a des conflits dans toutes les sociétés, il y a des conflits dans toutes les familles. Mais il y a toujours une autorité, qu'elle soit parentale, une autorité étatique, une autorité coutumière, traditionnelle, qui est là et qui joue cette espèce de rôle de régulation, de régulateur dans la question du conflit ou des conflits. Mais dans le cas précis du centre, par exemple, comment expliquer le fait que des ethnies qui se sont côtoyées, qui ont des liens de mariage, en arrivent à de tels extrémismes? Alors, c'est ce que je disais. Quand vous êtes dans une situation où il y a un recul de l'État, le premier référent sur lequel vous vous appuyez, ou en tout cas auquel vous vous agrippez, ça devient de fait le référent familial ou plus largement le référent communautaire. Donc il y a des gens effectivement qui instrumentalisent ou il y a quelque temps de cela, j'avais dit sur le plateau que je parlerais plus de conflits de communautés professionnelles que de conflits communautaires, parce que je ne suis pas... Il y a des conflits intracommunautaires, donc ce n'est pas une ethnie contre une autre, mais c'est des conflits entre communautés socio-professionnelles qui ont en apparence le visage du conflit intercommunautaire entre les communautés, entre les ethnies, mais je ne suis pas sûr, si Tounkara me permet ce désaccord, qu'en regardant de plus près, je ne suis pas là pour enjoliver les histoires ou les discours politiques, il y a probablement une forme de... pas d'illusion, mais
de naïveté dans les discours politiques qui veut que la nation soit une et indivisible, ainsi de suite. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a des problèmes, il y a des conflits, mais il y a une autorité qui régule ces conflits-là. Ça peut être l'autorité traditionnelle, ça peut être l'autorité étatique. On a vu dans certaines localités que l'autorité traditionnelle ne joue plus ce rôle. Pourquoi? Parce qu'elle est contestée, parce qu'elle a fait des choix par le passé qui aujourd'hui lui reviennent en plein dans la figure, parce qu'elle n'est plus crédible comme elle l'était dans le passé, parce qu'elle a joué parfois le jeu des politiques, ou parce que parfois elle s'est décrédibilisée à cause de ses ambitions ou de sa volonté de s'impliquer dans les affaires publiques ou politiques. On voit également qu'il y a l'absence de l'État dans certaines localités et comme je le disais, ça fait que les gens s'identifient aux communautés et se réfugient au sein de la communauté. Donc ça peut donner, là je parlais d'illusion de conflits intercommunautaires qui parfois n'en est pas un. Donc il faut faire extrêmement attention. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de conflit entre les communautés. Il y a des conflits entre les communautés qui sont réglés, qui sont régulés par les autorités traditionnelles ou par les autorités étatiques. Mais parfois, ne prenons pas la voie la plus facile. Il y a des difficultés au sein de toutes les communautés. Mais le plus grand problème, pour moi, c'est le recul de l'État et le recul et l'absence d'autorité de régulation. Merci. Monsieur le gouverneur de la région de Ménaka, alors depuis quelques jours, je pense qu'il y a des patrouilles mixtes entre les forces du MSA, le GATIA, également les FAMA et les forces internationales. Quelle est l'ambiance justement entre ces différentes parties au cours de ces patrouilles aujourd'hui? Mais il y a, comme on dirait, une bonne ambiance. L'objectif, c'est d'abord l'esprit de l'accord pour la paix et la réconciliation. Dans le cadre de ces patrouilles conjointes, c'est pouvoir mettre d'anciens belligérants ensemble pour gérer les questions de sécurité, d'une part, pour créer la confiance entre ces forces, d'autre part, qui, par ricochet, créera certainement de la confiance entre les populations et feront reculer, bien entendu, l'insécurité qu'il y a sur les axes, qu'il y a dans les villes, etc. Mais c'est le prélude un peu aux nouvelles forces maliennes reconstituées ou récomposées. Nous avons besoin de cette mise en confiance pour arriver à une nouvelle armée, parce que tout le monde n'est pas terroriste, tout le monde n'est pas bandit. Et il nous faudrait bien, pour un territoire d'1 200 000 km², avoir des forces conséquentes pour se déployer, notamment sur la zone du centre et du nord. Donc l'esprit pour nous, c'est qu'avant que le mot même n'arrive, c'est de préparer cette ambiance, cet état d'esprit qui fait que tout le monde se sente concerné par la stabilité. Les forces internationales ne seront pas éternelles. Nous allons certainement, dans les années qui viennent, nous occuper nous-mêmes Maliens de notre sécurité, suivant les régimes que l'on aura mis en place. Et c'est important de le mettre en œuvre dès maintenant. Nous allons certainement avoir quelques difficultés, corriger des erreurs, rencontrer quelques écueils, peut-être même de l'incompréhension, mais pour moi, c'est un chemin obligé. D'autre part, les différentes poches d'insécurité dont je viens de parler, notamment sur le sud de Ménaka. Est-ce qu'il y a des résultats concrets? Est-ce qu'il y a eu déjà, par exemple, des arrestations de groupes ou de membres de groupes terroristes ou autres? Écoutez, nous ne sommes pas en train de faire de la chasse aux terroristes, nous sommes en train d'essayer de stabiliser la région. Alors, en termes de résultats, c'est la diminution drastique des attaques sur les axes et dans la ville de Ménaka, notamment sur les privés et les humanitaires. Ça, c'est le premier résultat. Alors, chasser, casser du terroriste, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué et ce n'est pas vraiment le premier objectif de ces patrouilles conjointes. L'objectif que nous avons déjà atteint, c'est qu'aujourd'hui, les gens, comme on dit, peuvent dormir sur l'air des oreilles à Ménaka. C'est qu'il y ait moins d'attaques sur les véhicules d'approvisionnement sur l'axe Nansongo-Ménaka, qui est le cordon ombilical de la région. C'est que sur les marchés environnants, que les gens puissent aller venir sans se faire attaquer par ces nombreuses motos, etc. Et ça, il y a des résultats palpables sur les 5 dernières semaines. Nous n'enregistrons pratiquement pas d'attaques sur ces axes. Et petit à petit, je pense que les populations sont en train de sentir que la sécurité revient pas seulement du fait de la présence des FAMA,
ni des forces internationales, mais également par leur propre implication. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Alors, Gaoukou Ediko, vous êtes enseignant à l'université de Bamako. On a vu cet exemple du côté de Ménaka qui commence à porter résultat. Avant de poser ma question, je vous suggère d'ailleurs de prendre quelques secondes de pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue. L'insécurité s'accroît-elle au Mali? Sont avec moi dans ce studio Ibrahim Maïga, il est chercheur à l'ISS Dakar, Gaoukou Ediko, enseignant à l'université de Bamako, Dr Ali Tunkara, sociologue, et Daouda Maïga qui intervient par téléphone. Il est le gouverneur de la région de Ménaka. Je disais donc que cet exemple au niveau de Ménaka qui prend forme et qui donne des résultats, une diminution nette justement des attaques au niveau de la commune urbaine et sur les axes routiers également, pendant qu'on peine à mettre en place cette force tripartite dont on parle depuis un moment entre le Mali, le Burkina et le Niger. Voilà, donc je félicite d'abord mon grand frère Daouda Maïga, parce que moi-même j'ai fait toutes mes études fondamentales à Ménaka. Je connais très bien Ménaka et je connais les efforts qui sont déployés donc pour amener la paix à Ménaka. Et je salue d'abord l'implication du personnel du gouverneur, mais aussi donc du général Gamou, de Al-Hassan Ag Moussa, et en même temps donc de la jeunesse de Ménaka, parce que Ménaka fait partie quand même donc des villes qui ont été donc les plus, si je peux dire, la ville martyre, parce que c'est la première ville qui a été attaquée depuis le 17 janvier 2012, et pendant une année, donc il n'y avait pas de réseau téléphonique, et toutes les exactions du Emirana donc étaient exercées donc sur Ménaka. Donc Ménaka a subi toutes sortes de vicissitudes, toutes sortes d'humiliations, et les gens sont parvenus donc à se réconcilier, et un peu pour aller à l'encontre de ce que disait donc mon frère Tunkara. À Ménaka, ceux qui ont lutté contre le Emirana, ce sont des Noirs et des gens de peau blanche, des Arabes, des Tamashek, des Ulumidènes, des Deussak, etc., etc. Et ils l'ont chassé. Et le Gatia est constitué donc des gens de toutes sortes. Donc c'est pour dire simplement qu'il n'y a pas le relan ethnique ou bien souvent religieux donc au nord, mais simplement il y a des personnes qui sont identifiées, qui sont souvent donc des Touaregs, des Arabes ou des Sorés, et qui sont au Emirana ou bien qui sont au Moujao, qui ont perpétré donc des crimes contre tel ou tel. Alors ces gens-là, on ne les confond pas avec la communauté. Mahmoud Djeri, il est Soré, mais Mahmoud Djeri ne représente pas tous les Sorés de Gao. Et quand il est parti donc pour faire son meeting à Gao, c'est la jeune de Gao qui l'a chassé. C'est pas parce qu'il est noir ou bien parce qu'il est Soré, c'est pour ce qu'il a dit et les crimes qu'il a perpétrés. Donc ça, d'abord que ça soit très clair. À Gao, il y a des Arabes durant toute l'occupation, ils sont restés en toute sécurité, ils n'ont pas collaboré. À Tombouctou, c'est pareil. Mais ceux qui ont commis des crimes sur les gens, même s'ils reviennent demain, les gens vont riposter. Nous ne sommes pas à Bamako. Bamako, on peut faire un crime, aller dormir à Kalabankoro. Il n'y a rien là. À Gao, faites un crime, 100 ans après vous revenez, les gens vont vous rendre votre compte. Donc ça, c'est très important. Maintenant, c'est Ménaka qui a pris l'exemple, et c'est les fils de Ménaka, parce qu'à un moment, tous les mouvements, les marches, etc., ce sont les gens qui quittent Kidal, des femmes et des enfants venus de Kidal qui viennent marcher. Donc, tout le désordre à Ménaka, ce n'est pas les gens de Kidal. Et les gens de Ménaka ont compris, notamment en Chartman, donc ils se sont désolidarisés. Gamou les a organisés, il les a fait comprendre que la lutte qu'on doit mener, c'est vraiment pas une lutte entre Touareg, entre Soare, entre Peul, entre Hausa, entre Djerma, mais c'est quelque chose pour préserver donc l'unité. Parce que Gamou, il a des cousins, il a des neveux dans toutes ces ethnies-là. Donc pour lui, c'est l'unité nationale et c'est le Mali. Et c'est pour qu'il a amené tout le monde avec le député de Ménaka, et ça a réussi. Ça, c'est entre fils du Malien, au-delà de tout ce qui peut nous diviser, il y a quelque chose qui nous unit. Et c'est ce que disait Méga, c'est-à-dire que la division du Mali, c'est un peu plus une fois, mais il y a la diversité. Moi, je suis Peul, mais mon oncle il est arabe, un autre il est tamashek. Donc moi, je suis un et plusieurs en même temps. Maintenant, si on veut faire une alliance entre le Mali et le Burkina, une force tripartite. Voilà, je pense que d'abord, vous savez... Est-ce que vous pensez qu'en créant justement une force... Je pense que ça, c'est le meilleur scénario possible. Et c'est le rêve, c'est le scénario donc de rêve. C'est-à-dire que les forces du Mali, du Burkina, du Niger commandées donc se réunissent pour faire des patrouilles. Et je pense qu'ils ont les moyens. Mais souvent, ce qui fait défaut, c'est la bonne foi. Très longtemps, toutes les attaques dans le Gourma, c'est-à-dire de Hombouri, l'axe Hombouri et Gao, toutes les attaques, mais ça vient du Burkina.
Moi, je suis de la commune de Gabiro. On fait frontière avec tous les bandits sont réfugiés commandés à Intilit. On les connaît, on les voit. Et quand ils viennent attaquer, là où ils cachent les armes, les gens les voient. Et souvent, il y a des habitants qui indiquent à l'armée, ils sont cachés là-bas. Souvent, les militaires ne vont pas. Hein? Et souvent, c'est des anciens déserteurs même de l'armée qui font ces attaques. Donc, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas confiance à l'armée, mais souvent, quand on donne même l'information, l'armée ne va pas. Donc, si ces trois forces commandées donc, se coalisent pour patrouiller, c'est la meilleure chose. Et je pense que ce qu'ils doivent faire, ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est pas la France avec ses drones, avec ses bombardiers qui vont bombarder ou faire telle forêt. Ce sont les forces armées maliennes qui connaissent le terrain, les Nigériens qui connaissent le terrain, les Burkinabés. Quand ils font une coalition, ils vont déloger ces bandits-là. Et la population va les aider. Mais mes collègues l'ont dit. Aujourd'hui, depuis 94, c'est-à-dire que si vous prenez la zone d'Anderambokan, d'Inekar ou de Tidermen, il n'y a pas d'État. Mon village est à 45 km de Gao, Hausefoulan, ma commune, il n'y a pas de préfet. Le préfet, il est replié à Gao. Et le gouverneur de Menaka, il passe plus de temps à Bamako. Le gouverneur de Kidal, il est tout le temps ici, et souvent le gouverneur... Il n'y a pas les services essentiels de l'État. Donc pour que l'État, même les gens, aient confiance à l'État, à l'armée, il faut que les gens se redéploient. Et on n'a pas besoin d'entendre l'ONU ou bien la France. On doit le faire, et les populations sont prêtes à appuyer, comme Menaka l'a fait, à pied. Donc l'administration, il ne faut pas que les administrateurs aient peur. Parce que quand les administrateurs ont peur... Voilà, merci. Alors, docteur Tunkara, on a vu l'opération Panga, près de 1300 hommes, 15 hélicoptères qui s'étaient soldés par la mort de l'arrestation de certains djihadistes, la mort de 2 présumés. Ensuite, maintenant, on voit une vingtaine de djihadistes quand même tués par la force Barkhane. C'est quand même encourageant pour le retour de la sécurité, spécialement sur les bandes frontalières. C'est une bonne chose, effectivement, qu'il y ait des forces conjointes dans cette lutte contre l'extrémisme violent. Mais ce qui est déplorable, M. le gouverneur l'a souligné, on ne va pas quand même continuer à confier la sécurité de toute une nation à une force étrangère. Pour qui connaît le début du quinquennat du président Ibrahim Boubacar Keïta, toutes les polémiques qui ont eu lieu autour de l'achat de l'avion présidentiel, des équipements militaires, témoignent à suffisance que ce quinquennat est peu soucieux justement en tout cas de l'équipement de nos forces de sécurité et de défense. Moi j'ai eu le parcours Menaka jusqu'à Tombouctou. Je m'aperçois quand même que nos forces de sécurité et de défense qui sont déployées ça et là ne sont pas suffisamment outillées. Je crois que la seule particularité entre les forces françaises et le nôtre réside dans l'équipement. Moi, je ne sais pas s'il y a une école militaire réservée aux Français, d'autres aux Maliens, je ne pense pas. Donc la seule différence, c'est des forces, c'est l'équipement, la formation. Parce que quand vous prenez la hiérarchie militaire, vous allez vous rendre compte que elle est gravement corrompue, cette hiérarchie militaire. Les acteurs qui sont sur le front sont mal payés, souvent des crimes sont détournés. Ceux-là qui sont dans ces malversations financières ne sont même pas inquiets. Comment voulez-vous qu'il y ait des résultats aussi probants, des résultats escomptés? Difficilement, parce que par le simple fait que l'impunité est là, la hiérarchie militaire se soucie très peu de ses agents sur le terrain, les militaires qui sont sur les fronts pensent que ceux qui sont à Bamako ou dans les centres urbains se moquent d'eux. Je trouve quand même que c'est lamentable que dans une situation de crise, qu'on soit dans des situations aussi non orthodoxes et qu'il n'y ait aucune mesure de sanction infligée à ces fauteurs. Merci, Dr Tunkara. Alors, M. Diko parlait tout à l'heure des populations qui parfois ont dénoncé certains faits, mais moi je vais parler du fait que ces populations subissent énormément et sont parfois très menacées. Est-ce que, comment trouver une forme de collaboration qui puisse permettre justement de renforcer cette confiance avec les populations afin d'établir une meilleure sécurité? Alors, la collaboration arrive quand il y a une présence et un contact qui est maintenu entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Et ce contact est maintenu par une présence des forces de défense et de sécurité. Donc il ne s'agit pas de faire une descente à Tenenkou et de revenir à Mopti ou à Sévaré 24 heures après.
pour estimer qu'on a gagné la confiance des populations de Ténencourt. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'à votre départ, effectivement, elle s'expose, ces populations-là, à des représailles. Est-ce que l'armée n'est pas face à un problème d'effectifs aussi, aujourd'hui au Mali? Alors, les problèmes de l'armée sont nombreux. Tunkara a évoqué certains qui sont effectivement des problèmes liés à l'équipement. Et pour un pays comme le Mali, l'équipement d'une armée, en tout cas à la hauteur des enjeux et des défis sécuritaires qui se posent, doit s'inscrire dans la durée. Donc ce n'est pas une action d'une année ou d'un quinquennat même. C'est une action qui commence bien entendu dès la prise de fonction du président de la République, mais qui doit être prolongée et qui doit être maintenue après son départ. C'est comme ça qu'on parvient à avoir une armée qui répond aux défis et qui est capable de s'adapter et de protéger les personnes et leurs biens. Parce qu'au Mali, l'armée, moi je me rappelle, on a eu dès le lendemain de l'opération Serval, le déploiement de certains militaires qui étaient venus pour appuyer ou en tout cas renforcer les capacités. Et le constat a été très, très sévère, très dur. Déjà, même au niveau de la chaîne de commandement, il y a un problème. Ça c'est le b.a.-ba. On n'a pas besoin de moyens colossaux pour avoir une chaîne de commandement qui est soucieuse des normes en vigueur. Le lieutenant ne respecte pas le colonel ne respecte pas le général, le caporal ou l'homme de troupe ne respecte pas justement son supérieur. Donc il y a déjà ces problèmes-là à la base. Alors, et donc on part de très loin, il faut être conscient de cela. Quelle est la solution intrinsèquement? On est face à plusieurs urgences aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, moi je crois qu'il faut déjà comprendre, c'est déjà important de mesurer la gravité de la situation et l'ampleur du défi qui se pose à l'armée malienne et au gouvernement du Mali. Donc ce n'est pas en achetant des hélicoptères qu'on va régler le problème de l'armée malienne. Est-ce que les patrouilles mixtes, l'exemple de Ménaka par exemple, entre ex-rebelles, groupes armés, FAMA, communauté internationale, pourront éventuellement être une solution? Je trouve que ça montre quand même qu'au-delà des aspects purement matériels et financiers, qu'il y a aussi une question de bonne volonté, une question de bonne foi. C'est-à-dire que si des forces venant de différents horizons et défendant différents intérêts se mettent ensemble pour assurer la sécurité d'une localité, on voit que ça peut produire des résultats. Mais la facilité ou les contraintes pour former une force au niveau d'une localité sont différentes des contraintes liées à la mise en place de la force que vous avez évoquée, la force du G5 Sahel. Là, on parle de 3 pays et il y a différentes options qui sont envisagées. Il y a la première option qui consiste à former des bataillons sur le long des frontières, donc un bataillon pour le Mali qui stationne au niveau de la frontière avec le Burkina, et de l'autre côté on a un bataillon burkinabé qui fait la même chose, et le bataillon nigérien qui fait la même chose. Donc il y a cette première option qui est envisagée, qui est encore sur la table de discussion. Justement, est-ce que tout ça ne tarde pas à se mettre en place face aux différentes urgences? Mais c'est ce que je disais, les contraintes ne sont pas les mêmes. Si vous voulez mettre en place une force conjointe interétatique, il y a des règles à respecter. C'est-à-dire il y a un mandat du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à avoir, il y a un mandat du Conseil de sécurité des Nations unies également à obtenir, parce que sans ça, vous n'avez pas les moyens des grandes puissances et vous n'avez pas l'appui de l'ONU. Vous n'avez pas l'accompagnement de l'ONU. Il y a évidemment la volonté politique qui doit être affichée, clairement affichée par les chefs d'État de la région, mais il y a derrière ça la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est aussi un moyen, c'est aussi une constance dans la durée. Et ça, on l'a parce qu'on a des ressources financières qui sont à mesure d'être allouées à ces forces-là qui doivent être stationnées le long des frontières. Merci. Daouda Maïga, est-ce que justement du côté de Ménaka, ces nouvelles patrouilles mixtes collaborent beaucoup avec la population de Ménaka? Mais absolument. C'est une mission, nous les avons initiée il y a déjà 7 mois. Avec l'appui de l'administration et tout, la population a accompagné. Et la dernière forme qu'ils épousent est pratiquement une demande de la population de toute la région, tous les sortes, on a les leaders de toutes les communautés qui, à travers une sorte d'entente sociale, ont demandé à toutes les forces en présence de s'investir côté sécurité. Il y a quelque chose de notable.
c'est que les groupes armés viennent avec leurs moyens logistiques, leurs véhicules, leurs armes lourdes et tout. Les FAMA, pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, non, achetez-nous des véhicules, changez nos pneus, changez nos moteurs. Non, tout le monde vient avec ses moyens. On mutualise les moyens pour arriver à des résultats. Ça fait déjà 4 semaines qu'on a une patrouille en ce moment qui a fait la zone d'Arkan Ratis d'habitude, telle que la zone des frontières du Niger. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci à Ibrahim Maïga, Gaoukou Ediko, Dr Ali Tunkara et à Daouda Maïga, gouverneur de la région de Menaka. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Arandialo. Mamadou Ouattara était à la mise en onde, Salim Diora à la régie vidéo. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.